Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer le cours de dénombrement en étudiant la notion de combinaison d'éléments d'un ensemble fini. Alors nous allons nous placer dans le cadre suivant. E est un ensemble fini et on notera n le cardinal de E. Commençons tout de suite par donner la définition qui nous intéresse. Si je prends P un entier relatif, je dis qu'une P combinaison de E, c'est une partie de E de cardinal P. On parle aussi de combinaison de P éléments de E. Qu'est-ce que cela veut dire ou qu'est-ce que cela revient à faire? Eh bien, cela revient à prendre à tirer P éléments de E et à oublier l'ordre dans lequel on les a tirés. Cela revient aussi à réaliser un tirage simultané de P éléments de E. C'est un tirage simultané de P éléments de E. C'est un point de vue que l'on aimera bien adopter dans les exercices de dénombrement élémentaire. Et on a une notation. Eh bien, on note P parmi N. Alors, vous avez l'ancienne notation, ou disons la notation de tradition française, que notre CNP, c'est le nombre de P combinaisons d'éléments de E. Donc P parmi N, le nombre de parties de E à P éléments, et vous connaissez, vous savez ce que vaut P parmi N, donc on va faire le lien ici. Donc le résultat, si on prend P un entier relatif, eh bien P parmi N vaut 0 si P n'est pas entre 0 et N, et N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel si P est entre 0 et N. Alors on va démontrer cela, mais en donnant un argument combinatoire. Ce que l'on peut voir, c'est que si on prend x, une partie de E, qui vérifie que le cardinal de x est égal à P, eh bien, à partir de cette partie, on peut construire des arrangements qui, prennent comme support exactement ces éléments. Donc, si je note cette partie grand X qui est égale à A1 AP, eh bien, combien d'arrangements peut-on construire à partir de X? Eh bien, il suffit de permuter les A1 AP. Donc, on peut construire P factoriel arrangement sur les éléments A1 AP. Et puis tout arrangement tout P arrangement de E correspond à une P combinaison de E, c'est-à-dire repose sur P éléments de E. On voit donc immédiatement qu'il y a P factoriel fois plus de P arrangement d'éléments de E que de P combinaison d'éléments de E. Encore une fois, quand on a une P combinaison d'éléments de E, c'est-à-dire quand on choisit P éléments de E, pour obtenir tous les arrangements de ces éléments de E, il suffit juste de permuter ces P éléments et on obtient donc P factoriel arrangement. On a donc P parmi N fois
P factoriel, eh bien c'est le nombre de P arrangements d'éléments de E. Et donc ça, on a dit que c'était 0 si P n'est pas entre 0 et n, et n factoriel sur n moins P factoriel, sinon. Donc on obtient bien le résultat ainsi. Ceci, on va dire que il faut savoir l'utiliser dans des situations très naïves, très concrètes. Donc on reprend notre exemple dans un jeu de belote. Si on prend 3 cartes, donc je rappelle un jeu de belote à 32 cartes, si on prend une main de 3 cartes, combien y a-t-il de mains différentes? Eh bien, il y en a 3 parmi 32. Donc ça fait 32 fois 31 fois 30 sur 3 fois 2. C'est-à-dire que c'est égal à 4960 donc mains. On a autant, 4960 mains de 3 cartes. Bon. Alors maintenant, ce que nous allons voir, c'est que ce sont les quelques formules usuelles qui utilisent ces coefficients binomiaux. Donc, la première, c'est la formule du triangle de Pascal. Nous les avons déjà vus ensemble, hein, donc on ne va pas tout réexpliquer dessus. On va juste en donner une démonstration et une interprétation combinatoire. Donc je vous le rappelle, si je prends n un entier naturel, p un entier relatif, eh bien on a p parmi n, c'est égal à p-1 parmi n-1 plus p parmi n-1. On démontre. Alors, le cas où n égale 0, eh bien, je veux dire, c'est un cas particulier assez évident, donc si ce ne vous semble pas évident, je vous laisse le détailler. Si n est supérieur ou égal à 1, il y a au moins un élément dans E. Hein. Donc, je prends E de cardinal n, et je prends A dans E. Et on va compter les parties de E qui possèdent P éléments en distinguant celles qui contiennent A et celles qui ne contiennent pas A. Donc, il y a P parmi n, partie de E qui possède P éléments. Dans ces parties, eh bien, il y a celles qui contiennent petit a. Combien y en a-t-il? Eh bien, choisir P éléments dans E dont A, ça revient à choisir P-1 éléments dans E privé de A. Donc, il y en a autant que de P-1 combinaisons c'est-à-dire de choix de P-1 éléments de E privé de A. C'est-à-dire qu'il y en a P-1 parmi N-1. Et puis dans les parties, il y a les autres, c'est-à-dire il y a celles qui ne contiennent pas A. Et choisir P éléments de E dont aucun n'est égal à A, cela revient à choisir P éléments dans E privé de A. Donc il y en a autant que de P combinaisons d'éléments de E privé de A. C'est-à-dire qu'il y en a P parmi n-1. Et donc, par ce raisonnement combinatoire, on a bien dénombré toutes les parties à P éléments de E, et donc on a bien leur nombre P parmi n qui est égal à P-1 parmi n-1 plus P parmi n-1. Donc on peut conclure. Donc on a P parmi n qui est égal à
P parmi N-1 plus P-1 parmi N-1. Donc, vous voyez la manière dont on rédige ici, l'objectif, c'est surtout d'éviter, dans cette manière-là, d'exhiber des bijections un peu trop lourdes. On essaie d'adapter un vocabulaire, alors ça peut-être un peu moins rigoureux que dans d'autres parties du programme, mais plus facile à comprendre et à manipuler. Donc ça, c'est, on va dire, la première des formules qui sont à votre programme. Autre formule, la formule du binôme de Newton. Donc je vous la rappelle. Donc dans un anneau grand A, si je prends x et y, deux éléments de A qui commutent, donc qui vérifient xy égale yx, alors x plus y à la puissance n, c'est la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n fois x puissance k fois y puissance n-k. On peut en donner une interprétation combinatoire. X plus y à la puissance n, c'est égal à x plus y fois x plus y fois x plus y, n fois. Et ceci, on peut le développer. Donc on réalise un développement n-uple. Donc pas triple, pas quadruple, enfin pas double, pas triple, pas quadruple, n-uple. Un développement multiple, on pourrait dire aussi. Et ce faisant, on obtient des termes de la forme x puissance k fois y puissance n-k. Alors combien obtient-on de termes de cette forme? Eh bien, pour obtenir x puissance k fois y puissance n-k, il faut choisir k fois k parenthèse dans laquelle on choisit x et les autres ont choisi y. Donc il y a k parenthèse où l'on choisit x et puis les autres on choisit bien sûr de développer y. Mais combien y a-t-il de tels choix? Eh bien, si on regarde les n facteurs qui sont ici, dans ces n facteurs, il y a k parmi n manières possibles de choisir k de ces parenthèses. Donc il y a bien k parmi n manières possibles de choisir k facteurs parmi ces n facteurs. Donc le coefficient devant x puissance k fois y puissance n-k sera bien k parmi n. Un corollaire de ceci, alors un corollaire, hein, on va dire qu'on peut le voir comme un corollaire, on pourrait le voir d'une autre manière, c'est le nombre d'éléments, le nombre de parties d'un ensemble. Donc ici, E, c'est un ensemble à n éléments, je le rappelle, et bien, il possède 2 puissance n parties. Donc le cardinal de P de E, c'est 2 puissance n. C'est-à-dire que si E est fini, eh bien, l'ensemble des parties de E est fini aussi et possède 2 puissance n éléments. On peut en donner plusieurs démonstrations. La première, c'est de voir que si je prends I entre 1 et n, eh bien E possède I parmi n parties à I éléments, et maintenant on fait varier I, donc E possède la somme pour I allant de 0 à n des I parmi n. On a l'habitude
de voir ceci avec une formule du binôme, on voit fois 1 puissance k fois 1 puissance n moins k, et donc ceci c'est 1 plus 1 puissance n, c'est égal à 2 puissance n. Sinon, il suffit de voir que choisir une partie de E, cela revient à faire un choix pour chaque élément de E, ou donc choisir une partie de E revient à faire un choix qu'on pourrait dire binaire pour chaque élément de E. Donc c'est-à-dire cet élément est dans la partie ou non. Donc on a deux choix pour chaque élément de E. Et donc on a 2 puissance n choix en tout. On pourrait aussi voir, d'un point de vue plus abstrait, mais c'est exactement le sens de ceci, que choisir une partie de E revient à définir une fonction indicatrice sur E, c'est-à-dire revient à définir de manière générale une fonction de E dans la paire 0, 1, et il y a 2 puissance n choix pour faire ceci. Voilà pour le cours de dénombrement. Alors, c'est un cours qui permet de résoudre des exercices assez élémentaires, mais aussi des choses plus abstraites. Il faut au moins savoir traiter, on va dire, assez facilement le petit type d'exercice, on va dire, assez naïf qui peut vous être donné avec des exemples de cartes, de tirage dans des urnes ou ce genre de choses. Donc, je vais vous en proposer un, c'est celui du poly, à savoir faire, et après on pourra passer à des exercices un peu plus abstraits et d'un certain point de vue un peu plus mathématiques. Donc je reprends l'exercice du poly. Donc dans une urne, on place 4 boules rouges et 3 boules vertes. Donc il y a 7 boules dans cette urne. Alors premièrement, on réalise 3 tirages avec remise successifs. Et on note on regarde les 3 boules tirées. Hein. Donc on peut supposer par exemple que les 4 boules rouges sont numérotées 1, 2, 3, 4, que les 3 boules vertes sont numérotées 1, 2, 3. Donc un tirage, c'est un triplet de boules. Donc un résultat, on va dire, un résultat ou un tirage global, c'est égal à un triplet de boules. On va se poser des petites questions. Alors, si vous avez les idées au clair dessus, vous pouvez juste passer rapidement dessus, mais si c'est pas très clair, je vous conseille de détailler un petit peu plus, je vais le faire, je vais le corriger. Donc premièrement, combien de résultats avec exactement une boule rouge? On peut se poser aussi la question, combien de résultats avec au moins une boule rouge? On peut se poser la question, combien de résultats avec au plus 2 boules rouges? Et on peut se poser la question aussi, combien de résultats avec les 2 dernières boules de couleurs différentes? Et puis on va faire la même chose avec des tirages sans remise. Donc, même question. Alors je vous laisse mettre en pause la vidéo si ça ne vous semble pas évident. Réfléchissez un petit peu et je vous donne les réponses. Donc, comment compter les résultats qui contiennent exactement une boule rouge? Je pense qu'un bon point de vue, c'est d'essayer de fixer la position, c'est de fixer la position de la boule rouge. Donc il y a 3 positions possibles
pour la boule rouge. Pour chacun de ces choix, pour chacune de ces positions, eh bien on a 4 choix pour la boule rouge. Et puis, on a encore 2 boules vertes à choisir. Et là, vu qu'on a 3 boules vertes dans l'une, qu'on fait des tirages sans remise, on a 9 choix, donc 9 qui est égal à 3 au carré, choix pour les 2 boules vertes. Et donc en tout, cela fait 3 fois 4 fois 3 au carré, donc c'est égal à 4 fois 27, donc c'est égal à 108 résultats possibles. Alors pour le B, si on veut regarder les résultats avec au moins une boule rouge, eh bien, il suffit de compter tous les résultats et d'enlever ceux qui ne contiennent aucune boule rouge. Donc combien y a-t-il de tirages en tout? Eh bien il y a 7 au cube résultats possibles en tout. Quels sont ceux qui sont sans boule rouge? Eh bien ce sont ceux qui ne contiennent que des boules vertes. Donc il y en a 3 au cube. Résultat sans boule rouge. Et donc, ça nous fait, c'est la propriété du complémentaire, 7 au cube moins 3 au cube, résultat, avec au moins une boule rouge. Je vous laisse simplifier le résultat. Pour le C, si on veut compter les résultats avec au plus de boules rouges, eh c'est le même point de vue. Au plus de boules rouges, ça veut dire au moins une boule verte. Donc c'est en fait exactement la même chose, pas exactement le même résultat, mais on compte les résultats avec au moins une boule verte. Et pour le dé, eh bien, il suffit de fixer les couleurs des dernières boules. Donc on a 7 choix pour la première boule. Combien de choix pour les 2 dernières boules? Eh bien, on a ensuite pour chacun de ces choix de la première boule, si le tirage se termine par rouge-vert, donc pour chacun de ces choix de première boule, on a 4 fois 3 résultats qui se terminent par rouge puis vert, et on a 3 fois 4 résultats qui se terminent par une boule verte puis une boule rouge. Donc en tout, cela fait 7 fois 3 fois 4 plus 4 fois 3. Bref, ça fait 7 fois 24, c'est-à-dire 168 tirages possibles qui se terminent par 2 boules de couleurs différentes. On aurait pu aussi compter tous les tirages et soustraire ceux qui se terminent par des boules de même couleur. Bon, et pour les tirages sans remise, eh bien c'est à peu près la même chose. Donc, pour ceux qui contiennent exactement une boule rouge, eh bien, il y a 3 choix pour la position de la boule rouge. Pour chacune de ces positions, eh bien, on a 4 choix. Donc,
4 choix de tirage pour la boule rouge. Et ensuite, vu que l'on tire sans remise, on a 3 fois 2 égale 6 choix pour les 2 boules vertes. Ce qui donne en tout 3 fois 4 fois 6. Donc c'est égal à 72 choix en tout. Donc 72 résultats possibles. Avec exactement une boule rouge. Alors pour le B, on peut faire la même chose. Donc on peut compter le nombre de tirages possibles. Il y a 7 fois 6 fois 5, donc c'est égal à 210 tirages différents possibles. Et maintenant, on peut compter ce sans les boules rouges. Donc, si on ne tire que des boules rouges, si on ne tire aucune boule rouge, ça veut dire qu'on ne tire que des boules vertes. Donc, il y a 3 fois 2 fois 1 égale 6 tirages sans boules rouges. Et donc, on obtient 210 moins 6 égale 204 tirages avec au moins une boule rouge. Donc, le C, on avait dit que c'était la même chose que le B, ça ne change pas. Et pour le D, on peut faire exactement les mêmes choses que dans l'exemple précédent. Donc, on peut fixer les deux derniers tirages. On peut faire ça d'abord. Donc, si on regarde les tirages, les résultats qui finissent par, on va dire, une boule rouge, puis une boule verte. Donc, on a 3 choix pour la boule verte, 4 choix pour la boule rouge, et ensuite, il y a le premier tirage. Et dans ce premier tirage, eh bien, on a le choix parmi toutes les boules, sauf les 2 qui sont tirées ensuite. Donc il y a 5 choix pour la première boule. Et donc, si on regarde les résultats qui finissent par vert puis rouge, eh bien, on a 4 choix pour la dernière boule rouge. On a 3 choix pour la boule verte qui est en avant-dernière position, qui est au milieu. Et ensuite, pour la première boule, qu'est-ce qu'on a comme choix? Eh bien, de la même manière, 5 choix pour la première boule. Donc en tout, on obtient 2 fois 3 fois 4 fois 5, donc c'est-à-dire 2 fois 60, c'est-à-dire 120 résultats en tout. Donc pour les tirages sans remise qui finissent par 2 boules de couleurs différentes. Et encore une fois, on aurait pu compter les tirages qui finissent par 2 boules de même couleur et soustraire ce nombre au nombre de tirages sans remise différents possibles. Voilà pour cette vidéo et voilà pour le cours de dénombrement.